en fait, qui définissent d'une façon différente des autres, en fait, à notre nombre de AutoML. Et puis, on va voir un petit peu, en fait, le panel de services proposés pour AWS en termes de photographie sur la plateforme et après, on va partager avec vous un peu son expérience que vous avez déployée récemment sur une startup en fait, qui veut se lancer dans une application où on rajoute un compte d'intelligence assez rapidement, sans que ce soit très lourd en termes d'intégration, mais en termes. Donc, ici, à gauche, donc, à gauche, on a en fait le workflow classique de MLOps. Donc, il y a toujours en fait une phase où on cherche vraiment à définir le problème, comprendre le problème, le modéliser statistiquement. Et après, il y a cette partie en fait où on va chercher les données qu'on va utiliser. Par exemple, si je veux développer une solution en fait, de reconnaissance vocale, il va me falloir chercher des gigas de données pour avoir mon dataset d'entraînement et puis trouver de validation. Pareil pour les images, par exemple, si on veut développer un outil de reconnaissance faciale pour aller chercher des photos des gens, pour l'entraînement, pour la validation, sachant que ici en France ou bien en Europe, en généralement, il y a pas mal de contraintes de RGPD et tout ça. Et après, il y a la partie de pré-procès de la data. Si j'ai une qualité, donc une image, en fait, c'est pas forcément une image de qualité, donc il faut faire un pré-traitement pour l'adapter, pour que ça passe dans l'algorithme, etc. Il y a aussi tout ça, les aspects en fait, d'infra, il faut monter une infra avec des GPU. Et quand ils vont le test, ça peut en fait générer des plus en fait de coûts qui ne sont pas forcément utiles. Toute la partie analyse data, tout ce qui est statistique, ça, on saurait pas parler beaucoup, mais toute la partie de vérifier que les données sont cohérentes ou pas, préparer la data, et puis en fait évaluer le modèle après avoir fait plusieurs tentations d'entraînement, et tout ça, ça vient un info extrême. Et puis en fait, c'est la partie timing du modèle, et puis en fait le tablet, c'est bien l'exposition du modèle. Donc le ML est là en fait pour réduire ce workflow jusqu'au bout en fait. On va définir notre problématique, on va essayer de comprendre. Je me pose la question, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à obtenir une image, je cherche à obtenir une voix, je cherche à traduire mon texte. Et puis en fait, je commence à l'exploiter via le publish. Si on ne parle même pas de publish, mais plutôt de contenu. Alors, qu'est-ce que c'est l'AutoML? Récemment, j'étais en train de discuter avec un collègue et on s'est rendu compte qu'on n'a pas la même notion de AutoML. Alors pour lui, AutoML, c'est vraiment un outil qui va vous permettre en fait, de fournir un dataset d'entraînement. Et en fait, c'est l'outil de AutoML qui va faire toute la partie entraînement, évaluation des modèles. Il va proposer par la suite en fait, un modèle. Et du coup, il y a toujours cette intelligence humaine où il faut déjà fournir la data. Donc, on serait toujours en train pas de perdre le temps, mais passer beaucoup de temps sur la partie de construire une donnée pour faire l'entraînement. Et puis, en fait, il y a l'algorithme qui va nous proposer il va nous proposer par exemple le modèle en fonction d'une instruction d'évaluation. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé IBM Analytics, c'est un peu ça la logique. On lui balance par exemple un données de Titanic avec les gens qui ont pu survivre ou pas, et après lui, il va nous sortir à la fin une argumentation pour dire ça c'est le miracle. Mais pour moi, c'est pas du tout ça. Pas pour moi, pour plusieurs personnes en fait. L'AutoML, c'est vraiment, on va s'intéresser à définir notre problématique. Est-ce que c'est une reconnaissance visuelle, faciale ou autre? Et on va directement passer à la phase de prédiction. Et en fait, toute la partie qui se passe avant, entraînement, évaluation, ça reste une boîte noire qui va être en fait couvert par l'outil utilisé. Et nous, on va juste s'intéresser aux résultats. Et après, on met un suffisant. Donc, l'avantage à faire ça, c'est qu'effectivement, on élimine pas mal de tâches qui sont vraiment très très lourdes. Parce qu'en fait, on représente, par exemple, pour les gens qui travaillent dans le conseil, une direction interne, faire de la data prep, faire de l'analyse, etc., c'est pas vraiment des tâches à valeur ajoutée. Pour le client, en fait, il cherche vraiment à savoir si la fonction marche ou pas. Donc, c'est ça, en fait, l'intérêt de AutoML, c'est qu'à la fois, par exemple, j'aurai un service qui va me permettre, par exemple, de reconnaître mes images et que je serai à la fin satisfait avec mon jeu de test que je pourrais faire juste pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc, toute la partie data préparation pour l'équipe de données, la partie MLOps pour déployer le modèle, l'infrastructure, les GPU, machin, les TPU, tout ça, en fait, ça se retrouve plutôt à se concentrer sur des business needs, à résoudre des problèmes qui sont plus, en fait, appréciés par le client ou bien par nos utilisateurs.
Donc, Amazon, en fait, arrive avec un panel de services assez riches qui sont répartis en plusieurs, en fait, sous plusieurs catégories. Malheureusement, sur l'interface graphique, vous cherchez service par service, ça manque vraiment de regrouper tout dans une seule page. Je pense qu'on va le dire. Donc, sur la partie vision, il y a Amazon Recognition. Ça permet de faire tout ce qui est visuel, qui est exposé via des API. Il y a toute la partie vocale avec Amazon Polly, en fait, qui permet de traduire en fait, des sons en texte. Transcribe, c'est l'inverse. Pareil pour la partie NLP, il y a un Translate qui permet de faire la traduction, Comprehend qui permet d'analyser du texte et extraire en fait, des informations, des insights. Et finalement, il y a Amazon Lake pour développer des solutions. Aujourd'hui, on se concentrait plutôt sur les trois. Parce que ça me paraît que le château, c'est un peu plus différent du reste. Donc, on s'intéresse à cette fois à découvrir les services, et aussi un use case. Et à la fin, on va voir en fait, comment on a déployé Amazon Recognition pour l'entreprise. Donc, Amazon Recognition, en fait, c'est le service qui s'occupe de tout ce qui est image, vidéo. Il permet à la fois de faire des analyses en mode batch ou bien en mode temps réel. Donc, on peut analyser des images avec plusieurs features, notamment Content Moderation. Si par exemple j'ai un vidéo violent, j'ai une vidéo violente ou bien des photos qui sont violentes, en fait je peux faire un traitement pour ne pas afficher ça. Je pourrais aussi faire des comparaisons de visages, ou même lui fournir une photo avec plusieurs visages et une seule visage, il peut chercher si la personne que je vais passer existe parmi les personnes sur photo ou pas. Après, il y a label detection, c'est qu'on en fait, je prends une photo dans la rue, en fait, lui, il va nous dire que ça, c'est une voiture, une maison, une personne, avec une grande précision. Et la partie analyse du visage, pour savoir en fait si la personne est qui, contourne, déprimée, difficile, autre. Et text detection pour extraire en fait du texte à partir des photos qu'on va lui fournir. Et ça, qui est applicable aux photos, en fait, il est aussi applicable à la vidéo. Après, il y a Amazon Polly en fait, qui permet en fait, de lui passer. Ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, c'est plutôt très efficace parce qu'on l'avait testé aussi. L'avantage de Polly, en fait, c'est qu'il supporte plusieurs langues, et pas uniquement le français ou l'anglais. Sachez que faire en fait, que ce genre de choses pour la langue française, ça pourrait être vraiment très très difficile. Donc là, on se trouve vraiment une bataille de langue. Et il est basé sur pas mal en fait, d'algorithmes de deep learning. Et donc, l'avantage, on va lui passer du texte et après, lui, on va transformer pour voir plus ou moins humain. Et donc, ça pourrait être en fait, appliqué à plusieurs applications, notamment si on veut par exemple construire une plateforme de e-learning. On peut passer en fait des leçons qui sont bien en anglais, et après, en fait, il y a quelqu'un qui pourrait vraiment permettre la relecture comme un professeur ou un autre. Amazon Transcribe était la même en fait. On va lui fournir du texte et lui à son tour, il va nous trouver le texte qui correspond en fait au voix que nous avons fourni. C'est le principe, c'est plutôt en fait, c'est fournir des voix, ça prend en fait du texte généré sur F3 qui correspond à ce qui a été fourni comme ça. Après, il y a Amazon Translate. Pareil, en fait, c'est un service qui permet de faire de la translation. Vous avez par exemple besoin d'aller traduire beaucoup de textes et avoir en fait une application qui pourrait en fait, par exemple, collecter de la donnée de plusieurs sources et par la suite en fait, faire la traduction pour avoir enfin le même par exemple, pour faire des insights, par exemple, extraire pas mal de données. Et je veux faire des insights sur dans le social media, par exemple, dans un projet, on cherchait, on a lancé une nouvelle marque, c'est un site web, on voulait savoir en fait c'était quoi la vie en fait des gens sur notre marque. Donc on avait en fait notre website était un peu en Europe, donc il y avait des gens qui laissaient des commentaires, c'était
au féminin, donc les gens qui connaissent la plateforme, c'est au féminin, etc. Et du coup, on a plusieurs fait filiales, c'était en Allemagne, en France, en Italie. Et du coup, en fait, l'objectif, c'était en fait de faire l'analyse sur tout ce qui a été dit importantement. Et après, il faut sortir un dashboard de l'écosystème pour voir en fait si ça marche bien ou pas. Et c'est en fait les problèmes qui ont été remontés par les clients pour pouvoir en fait améliorer le contenu, pour pouvoir avoir plus d'utilisateurs sur le site. Donc, à l'époque, on ne connaissait pas qu'il existait un Amazon complet. Donc, on s'est tapé un projet pendant 1 an pour essayer de faire ça. Et après, les résultats, ce n'était pas forcément si pertinent que ça. Après, il y a Amazon Complément, en fait, ça permet d'analyser du texte, c'est du UML qui va permettre en fait, de couper, par exemple, le sujet d'un commentaire dans notre document via l'application. Bon, en termes d'intégration, le titre, en fait, c'est vraiment d'intégrer facilement et rapidement en fait, ça. Donc, en fait, l'objectif, c'est vraiment, on a une application, il y a un front où notre chatbot, et donc l'objectif, ce serait vraiment de garder notre software et de rajouter une brique API qui permet de faire les appels API pour aller faire ces appels API pour pouvoir faire les prédictions. Donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'on fait tous les services que je viens de présenter qui sont exposés via les API REST. Et en plus, en fait, ils sont tous en fait des SDK disponibles. On trouve toujours Python, Java, .NET, et après, il y a d'autres SDK disponibles, PHP, je pense, Node.js, et Ruby et PHP. Donc, ce qui facilite énormément en fait, l'intégration. Donc, on arrive, bon, bah, j'ai mon application qui tourne, je peux rajouter une fonctionnalité un peu plus sophistiquée d'intelligence artificielle. Bah, en fait, je fais juste un impératif. Voilà. Pour le pricing, c'est un mode de paiement assez intéressant parce qu'on paye à la consommation. Donc, il n'y a pas d'extra en fait, de l'infrastructure qui va faire l'entraînement ou quoi que ce soit. On va juste payer en fait, la consommation de ce réseau. C'est tout en fait, il est managé par AWS. Donc, nous, on a une API qui est disponible 24 sur 24 et 7 sur 7. Et aussi, c'est open scale. On peut faire ça quand on fait la boule de données, on stream en réel ou bien en batch. Donc là, c'est use case. En fait, j'ai repris use case dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et du coup, c'était en fait pour pouvoir, par exemple, faire l'analyse d'un produit qu'on va, par exemple, lancer. Et donc, on aura des données qui sont disponibles soit sur social media, soit en fait, on va collecter des retours d'expérience par des centres d'appel. Donc, ça, on peut le récupérer. Il y a des API qui permettent de récupérer le contenu en temps réel à l'aide de Kinesis. Après, je pourrais en fait lancer la traduction pour s'assurer que tout ce que en fait, je collecte est de la même langue, il est en anglais ou bien en français. Pareil, tout ce qui est en fait audio, je le récupère via Translate et Malanda en fait, qui fait l'appel pour le passer à Translate. En fait, ici, on aura du audio qui devient du texte, et après Malanda en fait, il va lancer l'appel à Translate. Et puis, on pourra directement lancer le complément pour savoir, par exemple, si les gens sont satisfaits en fait, du produit ou pas. Et après, complément, il va générer la data sur S3. Et après, on peut brancher notre Athena et QuickSight pour avoir en fait des tableaux de bord. Les tableaux de bord à temps réel. Donc ça sert pour le faire pour le faire from scratch, ça pourrait être vraiment un projet très lourd. On se rend sur pas mal d'inconnus, mais là, grâce à ces services-là, ça peut être vraiment très rapide et c'est assez efficace. Donc là, pour notre use case, Nioxia, la boîte pour laquelle je bosse, avec Amazon, nous avons été sollicités par Tablebox. Tablebox, c'est une startup en fait, qui développe une solution de QCM. On se connecter à une plateforme et après on peut développer en fait, du QCM, soit des examens à distance et via l'IPN, et après c'est eux qui gèrent toute la partie correction, la validation des résultats, etc. Donc là, ils peuvent en fait encore renforcer leur sécurité. Donc l'objectif, c'est que quand le candidat va passer un examen, on va essayer en fait pendant la durée de l'examen de vérifier si c'est la même personne qui a fait l'inscription qui passe l'examen. Donc comment ça se passe? Il va nous fournir en fait des pièces d'identité. Et nous, de notre côté, on va prendre en fait un intervalle bien défini, par exemple toutes les minutes ou bien tous les 10 minutes, en fait, une photo de la personne qui passe l'examen, et on va la checker avec sa pièce d'identité pour dire si c'est la même personne ou pas.
Ici, c'est pas la même personne, il faut qu'on alerte quelqu'un qui va surveiller après un être humain qui va aller voir en fait pourquoi il y avait un comportement bizarre de notre service de reconnaissance sociale. Donc, nous avons proposé ça comme architecture, en se basant sur, ici, on a choisi le AWS Recognition pour la partie, en fait, pour la partie intelligence artificielle. Et donc, on a un bucket qui voulait séparer nos clients, on ne voulait pas que le même bucket, en fait, remplace les mêmes, c'était une contrainte pour leur data governance. Donc, on a splitté, en fait, les photos qu'on va prendre au cours de l'examen dans un bucket qu'on appelle pictures, et la partie, en fait, des pièces d'identité dans un bucket à part. Donc, à chaque fois qu'on va recevoir une photo ici, on peut la rappeler à une pièce d'identité. En fait, parce que les objets sont rangés par un ID. Donc, sur le préfixe S3, on a l'ID de la pièce d'identité, et ça correspond à l'ID en fait, qui est utilisé ici dans le texte. Donc, la lambda, il va, à partir de ce S3 qui extrait l'ID, il va chercher la pièce d'identité correspondante, il va faire un appel API pour AWS Recognition, pour faire un check. Donc, une fois qu'on fait le check, le temps de réponse est vraiment très rapide, on parle de quelques millisecondes. Donc, on a la réponse. Et après, on va sauvegarder le résultat en fait dans DynamoDB pour historiser tout ce qui se passe pour faire soit de l'analytics, soit checker les conditions en cas de problème, etc. Et en cas de problème, on va envoyer la notification à SMS qui va à son tour envoyer un event ou bien un message à SQS. Et après, en fait, le client il a la liberté pour s'abonner SQS pour récupérer le message. Donc là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'en cas de problème, on envoie un event qui contient une URL présignée de S3 avec la photo qui va remonter chez leur dashboard de monitoring pour dire voilà, cette personne, il y a un problème, pour aller checker, pour aller voir si c'est une personne qui est vraiment ou pas. Donc, pour notre stack technique, nous avons utilisé pour la partie langage de programmation du JS, pour faire les API, pour lancer, pour sauvegarder les résultats sur DynamoDB. Le storage, il y a le storage brut des photos sur S3 et tout ce qui est résultat des checks sur DynamoDB. Et après, la partie compute, on a fait pour Lambda parce que c'est assez efficace pour beaucoup de choses, c'est serverless, c'est à la consommation, et après on est sur des timeouts qui est moins de 3 secondes. Pour la partie intelligence artificielle, c'était AWS Recognition. Tout ce qui est messagerie, c'est SMS SQS, et toute la protection, nous l'avons créé avec Terraform. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur notre. Yes. Au niveau du prix, c'est quoi les briques qui vous ont coûté le plus cher et c'était quoi l'ordre de grandeur à peu près? Alors, je pense qu'on avait le truc qui aurait été le plus cher, c'était pour AWS Recognition. Je pense qu'on était plutôt pour 1 heure sur un mois de check, ou bien, je ne pas de bêtises. On était à 500 € par mois pour une photo chaque 10 minutes pendant un mois. Si on fait une photo, on fait un appel API pour chaque photo qui arrive. Ouais, ça fait 500 €. Okay. Ce qui est assez, je pense que c'est vraiment correct parce que, en faisant comparaison, en fait, c'est du NLP. Si on fait que l'entraînement, une fois par mois, ça coûtait, je pense, beaucoup de projets, ça nous a coûté 4 € de la machine d'entraînement, sans compter la partie API, plus les ressources avec. Ok. C'est quoi les infos sur le modèle derrière le service d'image? Non, je pense que c'est ça. C'est vraiment une boîte noire. On n'a pas d'infos. Par contre, on reçoit quand même des scores, par exemple, de similarité. On n'arrive pas à nous connecter. Sinon, on va faire la démo sur AWS. Je pense qu'on lui envoie en fait photo par exemple, il va envoyer un similarity score. Et à ce moment, à part ça, on peut savoir. Et du coup, comment tu peux citer les résultats et t'assurer de qu'est-ce qui a fait que ça a pris telle décision?
Bah, ça, c'est ici, au niveau de l'ordre. Ici, en fait, quand on reçoit le check, on reçoit en fait un score similarité entre les deux contents qu'on a envoyé. Si et nous, on se dit que moins de 80% qu'on va être là, on va dire que On passe plutôt sur tes faux positifs ou tes vrais négatifs qui sont passés ou pas passés. Donc, tu ne peux pas voir dans ton info ce qui a mené au rejet ou non de la photo. ça, on ne peut pas le savoir. Non, on ne peut pas le savoir, malheureusement. Je ne peux pas renforcer ce modèle. Non. Non. Mais par contre, nous, ce qu'on avait proposé aux clients, parce que c'était un pro, c'est que là, en fait, on va récupérer, en fait, de toute façon, on va toujours récupérer des résultats ici. Après, on peut mettre un dashboard pour voir, en fait, pour pouvoir avoir déjà des insights sur les cas qui étaient rejetés par la suite. Et un peu de BI qui vient après, c'est pas si terrible, mais ça nous permet de faire en école de comment ça fonctionne. Derrière, ça arrête la session, par exemple, ou on redemande au candidat de. Bon, en fait, le candidat, il est pas notifié qu'il y a un problème, parce que la photo, on la prend chaque minute. Mais en vrai, il y aura un surveillant, un instrument qui va être à la tête, il va dire, allez, on va voir ce monsieur, parce qu'apparemment, le dernier check, ça n'a pas passé. Donc, en fait, ça fait limiter un peu la charge nous-mêmes, sans qu'on connaisse ça. Ok, Ouais, au lieu, on voulait faire ça en temps réel, mais je proposerais pour être un peu plus gourmand en termes de ressources, parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle à la granularité des minutes, et ici, on peut le faire en temps réel, parce que AWS, avec Kubernetes, ça permet de faire ce genre de choses sur des vidéos. Donc, on peut faire ça en continu, mais ça risque d'être beaucoup plus cher par rapport au budget de startups. Je ne suis pas sûr d'avoir compris, c'était la photo de la personne comparée à sa carte d'identité, ou sa carte d'identité comparée à sa carte d'identité. Donc, sa photo. En fait, ici, on a là, en fait, il y a quelqu'un qui passe un examen. Ouais. Chaque minute, on va prendre des photos de la personne qui passe l'examen. On va la stocker ici. Okay. La pièce d'identité existe déjà ici. Ouais. Et du coup, à chaque fois, on va comparer les nouvelles photos qui arrivent ici par les pièces d'identité qui existent déjà ici. Parce que les cartes d'identité, c'est pas 5 ans ou 7 ans, donc seulement entre les 7 ans et les 13 ans, tu as énormément évolué. Donc, seulement de 13 ans et 20 ans, tu auras énormément évolué. Ça, c'était pas un. Sincèrement, ça, c'était pas un long terme. Il y avait quelqu'un, et c'est dans l'équipe, qui avait fait son passeport quand il avait, je pense, 18 ans. Et là, il a, je pense, 29 ans. Et on arrive à avoir un score similarité du 98%. D'accord. Et sur les potentiellement faux positifs qui sont passés, c'est-à-dire est-ce que vous avez pu vérifier via des échantillons le nombre de personnes où on a pensé que c'était la même personne, mais ce n'était pas la bonne personne, par exemple? Non, on n'a pas pu vérifier ça. On n'a pas pu vérifier ça parce que le client n'était pas trop à l'aise déjà de nous donner accès à son historique des identités du gens. Et donc, ça, en fait, c'est pour ça qu'on a essayé de faire une partie de BI après le lien en télé pour pouvoir voir en fait le fonctionnement de ça. Au niveau du chiffrement, ça serait comment? Le chiffrement, parce que le chiffrement, parce que vous dites que vous avez une photo, après vous les transmettez, mais parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'échange. Soit chiffré entre les deux. Ouais, mais ça, je pense que c'est l'utilité de le chiffrement. Les chiffrements des données. Ouais. Bah, ça, je pense que pour l'instant, on ne peut pas générer, mais effectivement, on peut le gérer côté S3. Ouais. Et après, avec on est comme sur des données personnelles. Ouais. Donc, il y a des risques d'implantation de l'identité. Oui, effectivement, je suis pas d'accord. Bah, effectivement, là, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'il faut se faire avec un service et après, on peut gérer ça. Oui, c'est une Et pour l'instant, on n'a pas ça. Les données sont conservées combien de temps? Oui. Les données sont conservées combien de temps? Bah, ça, déjà, le protocole c'est éphémère. Là, on parle d'une journée. Une journée après, on supprime les données compris après l'examen. Ici, je pense que normalement, après quand, de toute façon, le client doit signer pour regarder si c'est l'identité, parce que lors de l'inscription, il y a un consentement. Donc, on va garder sa pièce d'identité pendant 12 mois. Je pense que c'est la durée légale. Il un RGPD, c'est quoi? Question de non, mais comme je t'ai dit. Moi, si je ne me trompe pas, RGPD, après consentement, on a le droit de garder les données pendant 12 mois. Et ça, c'est éphémère. Après, ça évolue depuis, mais pour moi, c'est plutôt. C'est ce que j'ai en tête. Sur la partie recognition, une question et des deux Il y avait une points. question derrière, oui.
Moi, je me demandais juste par rapport aux algos qui sont fournis par le contexte. C'est des algos qu'on va utiliser quelqu'un, on peut faire imprimer, par exemple. Il y a certains services où on peut faire du custom. Je pense que les services on peut custom, c'est le template par exemple. On peut rajouter en fait, on peut pas vraiment personnaliser l'algo, mais on peut personnaliser son fonctionnement. C'est-à-dire, si moi j'ai une entreprise qui s'appelle Bonjour, bah, ça va pas être en fait, ça peut faire une mauvaise traduction du sens en fait de la phrase. Donc je peux rajouter en fait des mots-clés comme ça. Sur Translate, c'est possible de faire ça. Et je pense que sur Transcribe, on peut carrément fournir un jeu de données d'entraînement, mais on ne sait toujours pas c'est quoi l'algo qui va être en fait utilisé. Voilà. Ça, on peut pareil, on peut dire certaines façons de prononcer pour des mots aussi pareil qui pourraient être Voilà. Ouais, compris. Et du coup, mais je sais qu'il y a des infos où on peut vraiment en fait, faire de la personnalisation, mais pas de souci que Equation, on ne peut pas rajouter quoi que ce soit. Mais sur d'autres, on peut même refaire l'enseignement pour améliorer, etc. On peut toujours, par contre, sur ton colonne, créer des custom labels. Par exemple, certaines choses, dire, on peut quand même dire, par exemple, ça, je ne sais pas, c'est plutôt un téléphone, c'est pas potentiellement ça, pour pouvoir dire, un peu comme un seul automatique, dire c'est un téléphone pour faire le seul compte. Il y a quand même un peu la main aussi. Une petite question sur. C'était sur le secteur. En termes de stockage d'informations, à travers l'API, on va lui envoyer un service d'information. À quel point il stocke l'information, les images, etc. Est-ce que c'est détruit par la suite une fois que l'API je pense que ça charge beaucoup. Si je ne me trompe pas, donc, ça charge noir pour l'API, il ne peut pas vraiment le transformer en fait l'image en bail, et après, en fait, il va faire la recommandation après si ça dit la tâche. De se voir peut-être aussi. Parce que l'API, en fait, nous donne les préfixes de S3 et on fait dans le réseau. Donc, en fait, c'est pour le gérer aussi. Du coup, c'est vous qui avez essayé de dire que 90% de similarité, ça peut être similaire, c'est pas ça? Ça, en fait, de toute façon, il te renvoie un score de similarité. Après, on gère côté on va. La variable pour dire soit ça passe, soit ça passe. Pardon, merci en tout cas de remercier Arnaud pour l'introduction. Donc, je présente, je suis Francis, je suis architecte chez AWS. Qu'est-ce que c'est exactement un solution architecte? C'est un peu peut-être technique. On va répondre à assister nos différents clients pour pouvoir répondre à leurs problématiques et potentiellement voilà, une architecture, parler de différents services. De mon côté, je travaille principalement avec les startups. Donc, j'accompagne des clients aussi. Pourquoi? Dans la mesure où, par le passé, j'ai pas mal travaillé dans cet écosystème. C'est un écosystème que je connais pas mal. J'ai travaillé notamment chez Tony, j'ai monté une partie de la stack data, et puis je travaille notamment aussi chez Apple par le passé. Et voilà, donc j'ai un background, on va dire, 10 ans de data engineering, et donc voilà pourquoi je suis là. Alors, résultat, donc, je vais vous parler de la vision d'une architecture, d'une data platform moderne sur AWS. Aussi, je vais faire un petit highlight en fait, des dernières features qui sont sorties en analytics. Et enfin, je vous dirai un petit peu ce que je vois au quotidien et sur le terrain, tout simplement. Voilà, pour faire un petit retour d'expérience solution qui on va dire, alors, on commence avec le Modern Data Platform. Donc, l'idée, c'est quelque chose d'assez général, mais finalement, qu'est-ce que l'on veut, du coup, donc, lorsqu'on fait une plateforme data? Déjà, on veut obtenir la plus de valeur des data, ça paraît évident, et on va tout de suite vouloir faire face à des problèmes, on va dire, de croissance. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir de plus en plus de data, et on veut tout simplement que ça suive. Donc, concrètement, on veut avoir le moins de goulot d'étranglement et on veut pouvoir avoir le plus de liberté et ne pas se sentir en tout cas bloqué par des choses. Aussi, qui dit data dit de plus en plus de sources de données à avoir. Et l'idée, pareil, c'est de faciliter au maximum l'intégration de nouvelles sources et de pouvoir faire en sorte que toutes ces nouvelles sources soient récupérées le plus facilement possible.
Enfin, on va avoir aussi des données qui sont, on va dire, diverses, qui peuvent être de différents types, aussi différents formats. Souvent, quand on parle du big data, on parle de la règle des 3V, volumétrie, aussi la velocity, la variability. Donc là-dessus, c'est ça, on va avoir vraiment un peu tout type. On peut avoir des images, par exemple, on peut avoir du texte, on peut avoir des données structurées, non structurées, ou semi-structurées, on peut avoir à peu près tout. Donc là-dessus, on veut pouvoir avoir tout ça en place. Aussi, on aimerait que ça soit utilisé par pas mal de gens, et l'idée, c'est pas que ce soit siloté et qu'on puisse donner un maximum d'accès, tout en gardant quand même un minimum de contrôle. Et l'idée aussi, c'est qu'on veut que ces formats-là soient accessibles par plusieurs applications, typiquement éviter qu'une seule application seulement puisse le lire, mais qu'un nombre maximum puisse pouvoir accéder à ces données. Là-dessus, ce qu'on voyait un peu traditionnellement, alors maintenant ça paraît un peu ancien, mais moi, que j'ai commencé, on est là-dessus, c'est finalement donc, la vision un peu de base, c'est qu'on a des données sur une database. Et puis l'idée, c'est qu'on a plein de sources. Et qu'est-ce qu'on faisait? On disait, on va tout mettre dans une même database. Donc, ce qu'on appelle souvent, dans le jargon, un data warehouse, c'est vraiment on met des tout. Et c'est ce qu'on voyait traditionnellement. Et ça avait comme avantage, c'était ce qui se faisait à l'époque, ça pouvait marcher. Par contre, très vite, ça allait poser certains types de problèmes. C'est-à-dire qu'on allait du coup créer, on va dire, on devait faire en sorte que le data warehouse, du coup, arrive à tenir toutes ces données-là. Des fois, il ne pouvait pas prendre tous les types de formats, parce qu'il y a des formats qui ne sont pas adéquats à ça. Et aussi, on se retrouvait avec des contraintes, du coup, après, sur le système, parce on faisait, par exemple, trop de demandes sur ce système-là. Typiquement, l'intérêt d'avoir plein de petites bases, c'est de ne pas te mettre tout au même endroit et que ça soit sursollicité. On n'arrête pas à conduire, on prend une voiture plus grosse, on met tout le monde dedans, après on n'arrive pas à rentrer. C'est à peu près pareil. Et donc, l'idée, nous, ce qu'on propose par rapport à ça, et qui nous paraît le plus pertinent, c'est d'avoir une approche, en fait, data lake. Et d'utiliser, en fait, le meilleur service, en fait, par rapport à chaque type de données. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être sur lequel vous n'êtes pas familier, mais en data, vous n'aurez jamais une base de données qui sera la meilleure pour tous les use cases. Sinon, ça serait, et j'existerait pas, tout le monde prendrait la même chose. Et du coup, on va avoir, par exemple, des services qui seront particulièrement bons pour faire du search, des logs, du log analytics, par exemple. D'autres qui seront pratiques, par exemple, pour faire du processing sur data. Et l'idée, c'est en fait, d'insérer toutes ces données en fait, sur ce qu'on appelle un data lake, et au besoin, par rapport aux différents outils, de l'utiliser à bon escient et de pouvoir le charger et rendre ces données-là disponibles facilement. C'est ce qu'on voit ici. L'idée, donc, c'est un peu ce que je disais, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est finalement pour pouvoir, car en fait, dans un data lake, typiquement, vous allez déjà, premièrement, pouvoir stocker n'importe quel type de données. Des images, des fichiers très, très gros, très volumineux. Et aussi, vous allez pouvoir facilement déplacer en fait, ces données sur chacun des services qui sera le plus performant pour ça. Et performant à la fois au niveau des performances, et souvent c'est relié, c'est au coût. C'est-à-dire qu'en général, quand on doit surpayer pour un service, c'est parce qu'on doit aller plus vite et que ce n'est pas le plus efficient. Donc en général, les deux sont forcément indirectement reliés. Et donc nous, c'est ce qu'on propose, et c'est quelque chose en fait dont le but, c'est vraiment de pouvoir scaler à l'infini. Par rapport à ça, tous ces services qu'on vient de voir, on a une panoplie de services dans le catalogue des différents services AWS qui existent. Le premier, donc, on propose en fait d'héberger toutes ces données, donc hétérogènes de plus ou moins gros type, sur Amazon S3, donc un stockage objet sur lequel vous pouvez mettre chacune de vos données. Enfin, toutes ces données-là, vous allez pouvoir en fait les catégoriser, en fait, extraire les données pour savoir un petit peu comment on peut accéder via un service qui s'appelle Glue, et qui est en fait, Glue a plusieurs en fait, sous-services Sentinel, mais notamment l'un d'eux est une notion de catalogue qui permet typiquement d'extraire les métadatas de chacun des fichiers pour pouvoir dire par exemple, ah ben ce fichier-là, c'est un fichier CSV, donc si on veut l'interroger, on doit passer par ça. Ça, ce fichier-là, c'est un autre, et donc on peut entre guillemets définir un peu une sorte de contrat entre les différents systèmes. Ensuite, on a aussi un service, qui s'appelle Electromation qui pourra aider aussi à gérer toute cette panoplie justement de données sur S3, notamment par rapport à la gestion de droits, pour pouvoir dire en fait qui a accès à quoi, garder aussi les logs, et qui va permettre de faciliter en fait toute la gestion de qui peut avoir accès à tel répertoire, tel dossier, on va dire sur S3. Ensuite,
on va avoir des outils, donc typiquement Glue pourra encore servir à cet escient, pour pouvoir ingérer du coup les différents outils dans les différents systèmes. Donc imaginons par exemple qu'on veuille faire du search, par exemple, on pourrait très bien utiliser Amazon OpenSearch pour pouvoir insérer ces données-là et pouvoir faire des requêtes très rapides, par exemple sur de la recherche de similarité, par exemple par synonyme, des choses comme ça. Si on voulait faire un énorme traitement sur des pétas et des pétas de données, peut-être qu'un service comme EMR, typiquement, qui utilise des frameworks open source, typiquement comme du HBase, du Spark, par exemple, encore du Presto, je vais y arriver, pourrait permettre en tout cas d'être un service qui pourrait être le plus efficient. Encore, on aura aussi des services typiquement de machine learning, typiquement comme SageMaker, pour pouvoir faire du machine learning sur ces modèles, avoir des modèles GPU pour pouvoir, par exemple, avec des GPU pour pouvoir faire différentes choses, ou encore insérer, si on veut faire des opérations à fort croisement, utiliser un service de data warehouse, typiquement comme Amazon Redshift. Ça, c'est vraiment l'architecture qu'on propose chez AWS, et elle a l'avantage d'être hautement scalable et de pouvoir permettre d'utiliser l'outil en fait, le plus adapté à chaque use case. Donc, c'est un schéma un peu volumineux, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu, et puis ça refait un peu le penchant avec certaines choses qui ont été dites précédemment. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez en fait avoir des sources finalement d'entrée. Donc, les sources, il peut y en avoir plusieurs. Donc, ça peut être des sources que vous récupérez sur Internet, ça peut être des sources internes, ça peut aussi être des sources d'agrégatifs. Il y a tout plein de types de sources. Je vais accepter. Par contre, c'est pas sur mon écran, c'est sur l'autre. On va ensuite avoir typiquement donc, des services qui vont permettre de bouger en fait ces différentes sources typiquement dans notre data lake. Donc, donc après, il y a plein de services qui existent déjà. On a par exemple des services de migration, on a des services aussi qui gèrent du streaming chez AWS. On a aussi des services, ça peut être aussi intéressant, typiquement comme la partie Data Exchange, qui permettent de récupérer déjà des données sur partie. Data Exchange, c'est un service qui peut vous permettre à vous, en tant que client, d'être à la fois consommateur de datasets qui sont déjà préexistants, comme aussi les monétiser aussi facilement. C'est aussi quelque chose qui existe. Enfin, du coup, vous avez toutes vos données, finalement, dans un data lake, avec notamment la partie gouvernance sécurité qui peut être faite via Lake4Machine. Puis enfin, vous allez pouvoir bouger ces données-là, par exemple, avec des services typiquement comme Glue, comme Databro, dans les différents services qui sont les plus adaptés aux use cases. Donc, ça peut par exemple être, si on veut faire par exemple de la transformation et du streaming en temps réel, ça pourrait par exemple être du Kinesis Data Analytics, qui utilise des frameworks comme du Flink, par exemple, des outils de reporting comme QuickSight, des outils de search comme OpenSearch, des outils de data warehouse comme Redshift, et ainsi de suite. Ou encore même, comme on le disait précédemment, finalement, dans des outils, par exemple, d'intelligence artificielle, des machine learning, typiquement comme ceux qu'on a vus précédemment, ça peut aussi être le but. Voilà, donc ça, c'est une architecture qu'on propose. Et ça, j'ai mis les services AWS. Bien sûr, il y a aussi d'autres solutions, en fait, qui existent sur le marché, qui sont open source ou non, et puis qui permettent de faire ces choses-là que je vous présenterai plus tard dans les tendances du marché. Alors, je vais vous parler un peu des features récentes d'AWS. Alors, peut-être que c'est des produits que vous n'utilisez pas, que vous ne connaissez pas, mais c'est plus pour vous montrer aussi pourquoi ces features-là sont en place. Et ça peut vous montrer aussi l'évolution et ce sur quoi, finalement, les équipes internes d'AWS ont travaillé. Donc, la première partie, ça va être finalement sur la partie storage. Alors, je vous parlais tout à l'heure, en fait, de Lake4Machine. Donc, qui est le service en fait qui permet du coup de catégoriser toutes vos données en fait dans le data lake. On a créé en fait quelque chose qu'on appelle les govern tables. Et en fait, ça va vous permettre, par exemple, sur plein de fichiers que vous allez mettre en fait sur S3, de pouvoir définir du droit, pas juste au niveau du fichier, mais même par rapport, par exemple, aux lignes et aux colonnes de ce fichier-là. Ça, c'est des choses qu'on a rajoutées, qui permettent vraiment d'avoir on va dire, une sécurité assez forte sur les données qu'on va mettre. Et aussi, il va y avoir en fait certaines choses qui vont arriver avec le Govern Tables qui sont très pratiques en fait et qui peuvent être très challenging quand on a une approche data lake. C'est qu'on va permettre de faire des updates directement ou des deletes directement sur les fichiers. Souvent, lorsqu'on parle de stockage objet, en fait, c'est une entité, c'est un objet, mais c'est compliqué, par exemple, d'effacer une ligne, de les modifier, notamment pour des objectifs RGPD, on pourra aussi tout effacer. Et en fait, Lake4Machine va aider dans ce sens-là avec le Govern Table pour pouvoir effacer les lignes que l'on souhaite. Enfin,
très souvent, dans ces frameworks, par exemple, des fois, on aura des fichiers qui sont très volumineux, plein de fichiers qui sont tout petits. Et en fait, les govern tables répondent à une problématique pour optimiser les perfs, de par exemple agréger ou désagréger les fichiers pour pouvoir améliorer les performances. Voilà. Parce que malgré du parallélisme, des fois, avoir trop de petits fichiers, ben, en fait, on va être limite plus réduit par l'école API pour avoir les petits fichiers qu'en avoir un plus gros. Donc, les govern tables de Lake4mation vont en ce sens-là pour optimiser les perfs et éviter de devoir le faire en amont. Voilà aussi, ça va permettre de faire des choses qui peuvent être utiles et qui peuvent répondre à certaines problématiques. Du coup, par exemple, pour faire du time to travel, donc pour pouvoir revoir l'historique directement donc, sur des... Et donc, tout ça, j'insiste, donc par exemple, dans le cadre d'Athena, c'est vraiment, vous n'avez pas de base de... Vous mettez des fichiers, vous pouvez gérer les droits, et vous lancez des requêtes à la demande, vous n'avez pas de DB, vous pouvez revenir en arrière. C'est quelque chose finalement qui est assez fort, et vous n'avez pas besoin d'avoir des mécanismes, par exemple, de charger vos données à l'avance, de penser à des mécanismes complexes. Vous êtes assez flexible et vous pouvez très vite, en fait, répondre à des problématiques qui, des fois, pouvaient être un peu compliquées quand on revient en arrière avec l'approche de Data Warehouse, avec tout ce que ça avait comme problématique. Enfin, outre l'aspect de Lake4mation, AWS maintenant via Athena. Donc Athena qui correspond à pour faire simple, à une sorte de Presto en fait serverless, pour ceux qui connaissent ce framework. Ça va permettre, on peut supporter maintenant le format Apache Iceberg, qui permet aussi donc de faire les opérations qu'on a vues, donc par exemple donc, des writes, des deletions, des updates et des tables de travail. Donc ça peut être quelque chose qui est en place et qui peut être très pratique encore quand, imaginons, on n'a pas les govern tables en place, on veut prendre un fichier, on veut modifier ça, sans avoir à... On peut directement les faire via une requête, ce qui empêche, par exemple, d'avoir des transferts réseau, de tout mettre sur une machine, d'avoir toute la puissance et tout ça. On peut profiter des capacités d'Athena pour faire des opérations d'insert, de deletion directement via ces services-là, qui peut être très pratique encore. Alors, sur la partie ingestion, on a deux nouvelles choses en place qui sont à peu près similaires. Donc, on a un service pour faire du streaming qui s'appelle Kinesis Data Stream. Et l'idée, c'est qu'avant ce service-là, il fallait à l'avance définir des unités en fait, pour la write capacity et la read capacity, ce qu'on appelle des shards. Donc, on allait dire, par exemple, on pense qu'on va avoir tant de choses en écriture, tant de choses en lecture. Bon. Et après, on pouvait l'adapter. Ce qui se passait, c'est que potentiellement, on pouvait surprovisionner ou sous-provisionner. Et l'idée, nous, c'est qu'on a créé du coup Kinesis Data Stream on Demand qui permet automatiquement de s'adapter à la capacité nécessaire et adéquate. Donc, de scale up et scale down automatiquement. Et finalement, ça revient dans une lignée qu'on pousse en fait chez AWS de pouvoir permettre le plus rapidement possible en fait de s'adapter et ça à des services sans avoir à s'en préoccuper. Alors l'avantage de Kinesis Data Stream on Demand, ça peut très bien être, imaginons qu'on crée un flux de stream demain, on ne connaît pas la capacité, ça peut être quelque chose qui peut être très bien. Si on a quelque chose par exemple qui fluctue énormément, on parle par exemple d'effet capital ou des choses comme ça peut aussi s'adapter directement, on a moins à se préoccuper de choses. Pareil, pour certains environnements, par exemple, de dev, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, en fait, pour cette étape-là. Donc, Kinesis Data Stream on Demand vient, en fait, dans cet aspect-là, de finalement, on envoie un service, on n'a plus à se préoccuper de la capacité, en fait, et c'est quelque chose qui fait pour nous. Dans la même lignée, donc, Kinesis Data Stream est une solution AWS, qui n'est pas un projet qu'on peut installer sur sa machine en local. On a du coup MSK qui correspond à Kafka, qui pour le coup est open source, et on a aussi lancé donc Kafka Serverless, donc, qui permet donc du coup pareil de scaler automatiquement par rapport à la capacité du cluster sans avoir à se préoccuper. Alors, je réponds à une question en avance. C'est pas un no-brainer de forcément utiliser du serverless pour utiliser du serverless. Pourquoi? Parce que si on connaît à l'avance ses capacités et qu'on a quelque chose de très flat, vous allez avoir un coût qui va être supérieur à cet aspect serverless. Donc, il ne faut pas forcément se dire on utilise serverless pour utiliser serverless. Je vous encourage quand même en amont à regarder le pricing. C'est pas si simple que ça. Enfin, sinon, on aurait arrêté les services en amont. Et typiquement, par exemple, pour l'exemple de Kafka, désolé si c'est un peu technique, mais avant, vous payez pour un cluster. Et dans le cas des MSK Serverless, vous allez avoir un coût par contre aux partitions. Donc, si vous avez beaucoup de partitions Kafka, ça peut devenir cher en fait. Donc,
faut faire attention à ça, il faut bien lire le pricing, mais ça peut répondre justement à des problématiques de scaling sans avoir à se poser de questions, qui peut être efficace notamment quand on commence un projet qu'on ne sait pas ou qu'on n'a pas de vision sur la capacité. Alors, on a sorti aussi dernièrement, donc vous voyez toute la partie serverless, j'ai l'impression de parler de serverless toutes les slides. On a aussi la partie donc, de EMR serverless. Donc EMR, hein, donc Elastic MapReduce, ça vous permet de lancer du coup les différents frameworks connus, donc du HBase, du Presto, du Spark en fait de façon serverless. Le gros avantage qu'on a par rapport à EMR traditionnel, c'est que des fois dans un job EMR, vous avez ce qu'on appelle des steps, différentes étapes, et vous deviez choisir votre type d'instance. Là, vous n'avez plus besoin de réfléchir sur le type d'instance que vous voulez prendre. Et surtout, si vous avez par exemple un step, par exemple, qui va être peu énergivore et un autre qui va être très consommateur, et ainsi de suite, ça va s'adapter en fait aux différents steps au cours de votre workload. Donc, EMR serverless peut être très intéressant quand vous avez en fait des workloads qui ont différentes étapes et pour ne pas avoir entre guillemets, à surscaler pour plusieurs steps à la suite. Donc ça peut être quelque chose qui est très bien. Aussi, vous avez des temps de lancement qui sont aussi beaucoup plus rapides que lorsque vous lancez une instance EC2. Donc ça peut être aussi intéressant si vous avez des contraintes de bootstrap, enfin de lancement d'instance. Ça peut être quelque chose qui peut être top. Et enfin, encore des serverless. On arrive du coup sur Redshift Serverless qui devrait bientôt arriver. Et voilà, qui propose du coup d'utiliser Redshift, mais sans avoir du coup pareil à se préoccuper du nombre de nœuds qu'on a sur un cluster, et qui permet par exemple de ne plus avoir à faire il n'y a plus de maintenance window, il n'y a plus de scaling, il y a plein de choses qui sont enlevées. Et donc c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Donc tout ce qui est vacuum, tout ce qui est workflow, la part de WLM, tout ça. Tout ça est enlevé. Okay. Tout ça est enlevé. Quand on passe de ça, donc Redshift Serverless, il est encore en prévu, donc n'utilisez pas pour de la prod. Mais en fait, on pourra après prendre un snapshot d'un cluster Redshift et le remettre en serverless et inversement. Et l'idée, c'est qu'on a pu gérer le scaling, on a pu gérer le nombre de workers. Le cluster Redshift peut être tourné à 0, donc il peut se mettre totalement idle s'il n'y a aucune query. Et on a un temps de compute à la minute, en fait. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être assez intéressant. Donc, voilà, donc j'en parlais, mais voilà, vous avez finalement toutes ces choses-là, donc c'est assez facile de le lancer, il n'y a pas de compromis, vous avez vraiment le cluster se met à 0 si vous ne faites pas de requête. Ça peut être quelque chose qui peut être assez fort. Et ça peut être très pratique pour le cas de petits workloads data, ça peut vraiment être... je pense que ça va être un outil vraiment pas mal quand ça sera globally available. Enfin, ça c'était des petites features par exemple qui sont sorties sur Redshift qui sont pas mal. On a sorti les Materialize View Auto Refresh et les Query Rewrites. En fait, c'est quoi? Donc, en fait, on peut dans un cluster Redshift en fait mettre cette option-là en place et ça va automatiquement en fait regarder en fait vos requêtes. Et potentiellement, s'il voit qu'une requête est souvent faite, il va automatiquement en fait garder une sorte de copie en mémoire en fait des requêtes pour pouvoir aller plus rapidement. Donc ça peut être quelque chose qui peut être très pratique parce que ça pourrait optimiser des requêtes en remplaçant automatiquement en fait les tables par en fait des résultats qui aura suggéré logique de garder par exemple en mémoire. Donc ça peut être quelque chose qui peut être très très bien et qui permet vraiment d'augmenter aussi la rapidité en fait des requêtes. Alors, tout ce que je vous ai montré, et ça revient aussi avec je vous ai parlé beaucoup de la solution AWS, là je parlerai un peu moins de solutions purement AWS, c'est plus pour vous faire un peu les retours que je vois sur le terrain au quotidien avec les différents startups et clients avec qui je travaille. Voilà. Alors, je vais rester plutôt sur une partie, on va dire, analytics au sens, parce que l'analytics, c'est celui qui est très vague. Là, je n'ai pas trop aborder les sujets de streaming, ni ces sujets-là, mais j'ai plus parlé sur un besoin qui est, on va dire, le plus habituel, à savoir, on a des données, plusieurs sources, on veut les insérer quelque part, et on veut faire des reporting. C'est grosso modo ce schéma-là. Après, je pourrais parler d'autres choses, après ça fait trop long pour la présentation. Donc souvent, ce qu'on voit pour la partie extraction, chargement, les outils populaires
c'est vraiment Airbyte, qui est quelque chose qui est open source, que vous pouvez lancer sur une instance et qui va vous permettre facilement de par exemple, récupérer des données, par exemple, de Salesforce, de Zendesk, et les insérer quelque part. On a aussi des solutions comme Stitch et Fastrak qui sont pas open source, mais qui peuvent être aussi très bien, en fait, pour faire ça. Donc ça peut être quelque chose qui peut être utilisé même si vous avez des rechargements à faire, par exemple, tous les quarts d'heure, toutes les heures. Si vous aviez des chargements à faire de façon plus épisodique, par exemple une fois par jour, que vous n'avez pas beaucoup de data source, il y a aussi d'autres solutions, typiquement, bon, je vais en parler, vous en doutez peut-être, mais de Airflow, vous pourriez essayer quelques petits opérateurs pour faire ça. Ça sera peut-être overkill d'utiliser des solutions comme ça, mais si vous avez commencé à avoir pas mal de sources, ces trois solutions-là peuvent vraiment sont très en vogue et fonctionnent très très bien. Donc là, on arrive au couple. Je pense que beaucoup de gens connaissent dans la salle, finalement, le Apache Airflow et DBT. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on voit. Airflow, soit vous pouvez le lancer. Je vois beaucoup de clients le lancer, par exemple, sur des clusters Kubernetes lorsqu'ils ont la compétence. Vous pouvez utiliser, par exemple, des Sharpen, mais après, directement le déployer, ça fonctionne très bien. Si vous n'avez pas cette compétence-là, vous pouvez passer par des solutions managées. Il y a Astronomer, par exemple, qui en propose une. Ça peut être assez cher. Néanmoins, c'est une solution qui peut faire foi. Vous avez aussi la solution d'MWA. C'est un service managé d'AWS qui vous permet de lancer un cluster Apache Airflow et pas avoir à le gérer. DBT, voilà, on ne le présente plus, c'est quelque chose qui vraiment, pour moi, a plein d'avantages, notamment, je ne l'ai pas abordé, mais dans l'écosystème, on va dire, data, vous avez plusieurs équipes, et ça permet de permettre, on va dire, à des équipes avec des compétences, on va dire, diverses, de pouvoir arriver à quelque chose qui est plus, on va dire, du monde de la tech, à savoir de pouvoir forcer quand même certaines règles, certains patterns, certaines façons d'écrire, ce qui vous permettra, même si les gens peuvent le voir comme une contrainte, d'aller beaucoup plus vite et de pouvoir faire des choses plus propres. Je pense notamment du versioning, des tests, ainsi de suite. Donc DBT, c'est vraiment un outil qui est top et qu'on voit énormément en vogue, que vous pouvez très bien lancer depuis du Apache Airflow, un cluster Apache Airflow. En Data Warehouse, qu'on voit pas mal sur le marché, du Redshift ou du Snowflake. Snowflake aussi, une très bonne solution. Ça va, je dirais que Redshift et Snowflake sont sur des paradigmes, on va dire, un peu différents en termes de logique, mais ça reste en tout cas des outils qu'on voit très couramment. Après, je pourrais en parler des heures, mais je vais avancer par rapport à ça. Et souvent, en DataVis, qu'on voit pour des solutions open source, on voit beaucoup de clients utiliser du Superset, ce qui reste quand même vraiment pas mal. On a un outil chez AWS qui s'appelle QuickSight qui permet de faire des reporting aussi. Et peut-être, on va dire, les personnes qui l'ont déjà utilisé par le passé et qui aiment bien leur outil avec lesquels ils ont leurs aides, on a aussi beaucoup de tableaux qui est présent sur le marché. Enfin, ça, c'est ma mention spéciale avec Grace Expectation, que je trouve vraiment qu'un outil qui est top, que vous pouvez mettre en fait sur Apache Airflow. Je vois pas mal de clients le faire et ça, c'est génial. Alors, des gens vont me dire, oui, mais alors ça, c'est un exemple, par exemple, sur Airflow. Après, on peut me dire, oui, mais du coup, c'est pareil que DBT. DBT, moi, je le verrais plus pour faire des contrôles d'intégrité. Donc, typiquement, note nulle, est-ce qu'il y a telle ou telle valeur qui est dedans. Là, vos Great Expectation va pouvoir vous permettre de faire data profiling, de voir des choses, on va dire, beaucoup plus succes. Pareil, de voir, par exemple, des répartitions de données. Enfin, c'est pas le but de savoir si une valeur est nulle ou pas, mais est-ce qu'on a un parc qui est assez fort. Donc, Great Expectation est une solution qui est vraiment hyper en vogue sur le marché et qui vraiment est top lorsqu'on met en place des pipelines data. Donc, je pense que si vous partez d'une page avec au moins des produits sur chacune des slides, vous ne partirez pas les roues dans le mur par rapport à ce qui est en vogue sur le marché. Voilà, et puis c'est tout pour moi. Donc, aussi, je tenais à préciser, donc là, je fais une petite parenthèse, il y a aussi du coup mon collègue Marc qui est présent. Sachez que chez AWS, on recrute. Donc, si vous avez des questions par rapport au recrutement, il ne faut pas hésiter si vous voulez en savoir plus, en tout cas chez AWS, il ne faut pas hésiter à m'en parler. Voilà, après. Et voilà, si vous avez des questions, je suis dispo. Est-ce qu'il y a des questions? J'aurais une question par rapport aux outils. On voit dans soir par rapport à Airflow et aujourd'hui on a Prefect. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder un peu Airflow et Prefect, utiliser sur Prefect quoi? Prefect, j'avoue que j'ai pas eu beaucoup de retours clients et moi j'ai pas eu le temps de les poker. C'est une solution qui est open source, qui est récente. Un peu. Un peu.
2 ans. J'ai pas. Les anciens de Airflow. Aux anciens de Airflow. Qui ont essayé du coup, qu'on fait un fork et puis qui ont essayé de. En gros, ils ont Ouais. commencé comme ça, et ils essaient d'avoir une version aussi. D'accord. Et vous êtes satisfait ou On l'a pas essayé, on Pas l'a essayé à essayé. l'époque aussi pour voir un peu ce que ça donne, mais on va arrêter. D'accord. Curieux de voir un second tour. Là, malheureusement, j'en ai pas. J'en ai pas. Non, je suis désolé. Oui, en fait, moi, j'aurais une question plutôt sur la partie vise. Ouais. Qu'est-ce qui a fait dans les retours clients que Apache Super 7 est sorti plus haut? Alors, en fait, Apache Super 7, c'est vraiment pour une partie vraiment qui se veut open source. Donc, typiquement, concrètement, si on veut pas être dépendant de quelqu'un et qu'on veut l'utiliser et qu'on aime avoir accès à tout. Voilà. Après, ça a ses avantages comme ses inconvénients. C'est-à-dire que concrètement, on doit gérer la machine sous-jacence. Néanmoins, c'est vrai que c'est un outil open source qui a quand même beaucoup de features dans les outils open source. J'en vois des beaucoup moins fournis et qui permet même, par exemple, de partager par exemple des data sources ou des choses comme ça. On peut faire de l'embedded. C'est quand même très puissant Super 7. C'est un outil pour moi qui est mature. Et si on a cette volonté vraiment de faire de l'open source, qu'on veut, par exemple, bouger d'un cloud provider à un autre, ou voilà, Super 7 sort du lot là-dessus. Pour moi, c'est la solution la plus mature open source. Voilà, ce qui n'est pas le cas de Tableau ni de QuickSight. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une petite question. Oui. Comment tu décrirais en quelques mots la différence entre un Redshift serverless et un Snowflake? Alors, il y aura des petites différences en termes de pricing, déjà, et en termes de logique. Sur Snowflake, il y a une logique, c'est un peu deep dive, mais il y a une logique de warehouse. On a des t-shirt size avec les S, M, L, et ainsi de suite. Sur Redshift serverless, vous n'avez pas cette logique-là vous avez juste un connecteur et c'est comme ça. Et qui va autoscale par rapport à vos requêtes. Ça, c'est le premier point. Sur Snowflake, vous allez être sur un mode d'utiliser une t-shirt size et par exemple, vous allez lancer une requête. Cette requête-là, elle va s'arrêter, elle va durer peut-être 1 seconde, mais il y a un temps, elle compte pour 5 minutes. Hein. Ça ne compte pas juste pour 1 seconde, ça compte pour 5 minutes. Là, au Redshift serverless, au niveau du pricing, si par exemple, je lance 3 requêtes en parallèle, mais que les 3 requêtes tournent sur 1 minute, ça compte pour 1 minute pour les 3 requêtes. Donc ça, il y a une différence par rapport à ça. Ensuite, ça va être des différences en termes de features et de logique. Snowflake a quelque chose qui a une volonté de pouvoir tout faire en SQL. Je dirais, c'est pour ça que je disais un petit peu de logique d'utilisation. Snowflake, si on aime le SQL et qu'on veut faire que du SQL, j'avoue que c'est super parce qu'on fait tout en SQL. On peut faire le scaling, on peut tout faire en SQL. Voilà. Redshift serverless, je ne pense pas qu'il ira dans cette direction-là. Ensuite, ce qui peut changer entre les deux, ça va être des features qui ne vont pas être disponibles chez l'un comme sur l'autre. Et des intégrations, on va dire, avec des outils. Typiquement, avec AWS, des faits d'intégration au sein de services qui ne seront peut-être pas disponibles sur Snowflake. C'est ça qui va changer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ça. En dessous, c'est à chaque fois du S-Pro, non? Alors, avec Redshift serverless, on peut du coup taper directement sur S3 en fait, et faire du Spectrum. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de faire du Spectrum sur Redshift serverless en fait, parce qu'il ne sera pas facturé comme il est sur Spectrum. Il sera facturé normalement. Donc, si par exemple on scanne des grosses données, beaucoup sans partition avec Redshift serverless, ça ne coûtera pas plus cher. Ça pourrait être comme ça. Et on peut sinon charger ces données dans le cluster Redshift. Ça, c'est les deux façons Et après, pour Snowflake, on peut récupérer, on va l'insérer en fait dans le storage de Snowflake aussi. Donc après, on peut faire des requêtes, mais c'est à peu près finalement quelque chose qui est similaire. J'ai une petite question. Tu avais évoqué la version managée d'Airflow. Ouais. En fait, c'était plus curiosité. Est-ce que vous imaginez de faire une version managée pour d'autres services que tu as présentés open source? Alors, DBT ou autre, enfin. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais qu'on a sorti, il y a une volonté pour AWS d'avoir sorti pas mal de services managés. Typiquement, on a Grafana, on a aussi Prometheus. Donc, c'est vrai qu'on a ça. Je pense que si les services devenaient très populaires, de même qu'on a par exemple sorti pareil aussi du MSK, nous, on a un mécanisme chez AWS qui est, on écoute en fait les demandes clients. Et c'est vrai qu'on a quelque chose qui
qui est récurrent, même si ça peut paraître simple pour certains clients juste de déployer ça, bah, en fait, on peut créer. Donc, s'il y a des services, par exemple, que tu trouverais pertinents, il ne faut pas hésiter à me dire. Et puis, DBT, ouais. DBT, ça... Après, alors, DBT, ils ont DBT Cloud, ils ont leur offre à DBT Cloud aussi. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'ont même pas leur offre Cloud en plus. Airflow, typiquement, il y a Astronomer qui se positionne un peu comme ça, mais c'est pas la fondation qui... Après, oui, il y a DBT Cloud qui est possible, que j'ai pas trop de retour dessus, parce que j'ai l'impression que personne n'utilise, enfin en tout cas en startup, mais DBT Cloud existe. Mais bah, pourquoi pas. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Je pensais juste sur la partie data viz, comment Looker ne ressortait pas. Looker, c'est un outil que je peux voir. Je l'ai plus vu sur des plus gros clients que sur startup. Mais en startup, je le vois assez peu finalement. Looker. J'aurais pu le mettre. Hein. C'est une solution partenaire aussi AWS. Looker. Moi, j'aime pas trop Looker personnellement. C'est peut-être aussi pour ça que j'étais un peu biaisé. Je suis pas fan du SQL à la source qui je trouve que c'est mieux de le faire en amont dans du DBT et tout ça, et je trouve que ça rajoute en fait une dette au fur et à mesure de l'architecture. On va dire, c'est plus ma logique, là je parle pour moi, hein, mais c'est en fait Looker, on va faire toutes ces transformations directement du reporting, et si un jour je veux me rendre accessible par exemple à une équipe de data scientists ou autre, et bien en fait je suis bloqué, tout est dans Looker. Et moi, j'ai l'impression, contrairement à ce qui est comme DBT, on va faire la transformation, ainsi de suite, j'ai l'impression de créer une verrue, j'ai l'impression de prendre la boucle de fil et de faire un gros nœud, et qu'après, ça peut être bien sur du court terme, mais pour moi, sur du long terme, c'est quelque chose qui peut être... ouais. Voilà. Après, le seul truc que je verrais avec Looker qui peut être intéressant, c'est si on est vraiment dans une grosse structure, et qu'on n'a pas le temps, et on fait genre, amusez-vous, quoi. Mais dans ce cas-là, on n'a pas trop de gouvernance data, on fait un peu tout dans son coin, et voilà. Et c'est vrai que pour le coup, je vois plus Looker comme ça de des grosses entreprises qui sont du coup contents avec ce mode-là. Mais en data, on parle souvent de garbage in, garbage out, et pour moi, ça c'est parfait de faire ça. Et pour moi, ce qui est vraiment dommage, c'est, on l'a vu tout à l'heure, pour des projets de machine learning, souvent le feature engineering, c'est quelque chose qui est clé, on essaie quand même d'avoir des choses. Et moi, ça me paraît dommage, du coup, d'avoir un KPI qui est calculé dans un reporting et je ne peux pas l'avoir, ça me frustrerait. Enfin, je me dis, c'est un peu dommage d'avoir ça. C'est pour ça que je ne suis pas fan de Looker avec cette couche de LookML. Donc je suis biaisé là-dessus, mais je ne suis pas fan du tout. Même si je suis bien d'accord. Ouais. Okay. C'est mon avis. Après, ça peut répondre à certaines entreprises qui veulent aller rapidement, tout ça, mais sur du long terme, ce n'est pas l'approche qui me paraît la plus pérenne. Et pour moi, on est vendor locké aussi dans un outil. Ouais. C'est mon avis, mais c'est un cas même. Merci. Je vous invite à partager avec nous des vérifiés et une séance, des billets, des billards, des parler